Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je suis en compagnie de mon frère Nathan, une semaine après la débâcle. Comment va le moral ? Écoute, c'était pas facile de perdre ce défi-là. Mais on est des Parisiens, on garde la tête haute et on a confiance pour le match retour. Pour le coup, l'année prochaine, t'auras pas le droit à l'erreur, quoi. Ah ouais, non, si je dois Bah surtout si tu c'est refais dommage 5. que 5 c'est peu. 5 c'est trop peu. Mais du coup, on a le droit, on a l'honneur Ouais. à la fin de cet épisode Ah bah ouais. d'avoir Nathan Brosse qui nous rejoindra pour Exactement. parler d'un sujet grave qu'on abordera peut-être un petit peu en filigrane dans cet Oui. épisode. Mais je voulais quand même faire un shout-out à celui qui a proposé Ah oui, le c'est sujet. vrai que c'est les abonnés. Il s'appelle Florent Flandroit. C'est lui qui a proposé le défi. Ah ouais? Oui, et attention Putain, parce énorme. qu'il s'est plaint et il a eu raison. J'avais écorché son nom dans le dernier épisode et je crois que tu l'as de nouveau écorché, quoi. Et je crois que c'est l'équivalent Pourquoi de si on m'appelait 2 fois Adam Bensoussan de suite dans un épisode d'un podcast et je crois que ça me plairait pas trop. Ok, attends, parce que Florent, ça se dit Florent. Ça, je crois que ça. Et Flandroit, c'est F-L-A-N-D-R-O-I-T. Ouais, mais je crois qu'il parlait d'un. Il a dit le T se prononce pas, mais je me souviens pas avoir prononcé le T. Je crois pas avoir Ok. dit flanc droite. Mais bon, Flo, c'est Flo maintenant. Bah, Maintenant, Florent, c'est Flo, hein, ça fait 2 épisodes qu'il t'as est gagné là. le droit d'être littéralement le producteur de cette émission, Ah en ouais. fait, parce que c'est toi. Il a vraiment des meilleures idées que nous, en fait. Hein. Faudrait qu'on arrête Putain, il de. faut qu'on l'engage. Quand on n'a pas d'idée d'épisode, à chaque fois on galère. En fait, il faudrait qu'on envoie Eh juste ouais. un DM à On va Flo. envoyer un petit DM à Flo. Ok. Mais en tout cas, shout out Flo. Bah écoute, c'est fort. Il y avait d'autres, il y a eu d'autres bonnes propositions. Il y a eu pas mal de trucs sur Marvel qui sont revenus. Ok, ouais, mais compliqué pour toi de faire quoi que ce soit Intéressant. sur Marvel. Quelqu'un m'a demandé aussi de parler de l'histoire de Copy Comic. Ça, Oui, j'ai vu. j'ai négligé. Bah, j'ai décliné. Ah, c'est ça qui est mieux avec les trucs sur Instagram, c'est que il y a des questions que tu peux ne pas faire Ouais, apparaître. de jamais regarder. Mais du coup, ce sera le sujet, vous allez le découvrir à la fin de cet épisode. Je veux pas spoiler. Exactement, de cet épisode. Et pour nos amis qui l'écoutent en audio, comment ils vont l'entendre juste? Ils vont l'entendre, mais nos amis qui l'écoutent en audio, déjà, je pense qu'ils sont plus très nombreux à être full audio. Et il faut qu'ils passent Ouais. sur Spotify ou sur YouTube. Ils ont l'embarras du choix pour nous. Oui, c'est les 3 dernières minutes, c'est 3 minutes. Ouais, c'est ça. Pour nous voir en vidéo et même profiter du podcast en vidéo, puisque quand même, je m'embête à faire du montage bien relou C'est pour vrai. faire les affiches, mettre les affiches des films dont on parle, notamment Mickey 17, qui est le sujet Ouais. de notre épisode. Mickey 17 que tu as vu du coup à sa sortie. Oui, je l'ai vu le jeudi peut-être. Ouais, c'est En déjà pas mal. En lendemain de défaite. Ah oui, c'est En vrai. lendemain de défaite du PSG. Et écoute, je l'ai vu à 13h30. Ok. Et 13h30, apparemment, ça peut venir au cinéma avec un énorme paquet de chips Lay's. Alors, Pas un petit paquet de chips que t'as acheté à la maison. Hein. Vraiment un truc... un peu justement que pas que t'as acheté au cinéma. Un truc que t'as ok, ramené. ouais. Je vois, genre un projet quoi. C'était un Ouais, projet ouais. chips. Et honnêtement, c'était pas un projet, hein, c'était un déjeuner, je pense. Hein. C'était, bah voilà ce que je mange ce midi, des Lay's. Ok. Ah, Alors après, moi si je puis me permettre du Oui. coup, parce que moi j'ai vécu la séance USA. Donc Mickey 17, pour ceux qui savent pas, juste rapidement, le nouveau film de Bong Joon-ho après la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film pour Parasite, la Parasite. Parasite, qui revient avec un film de science-fiction avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Petit synopsis, Nathan ? C'est, comment on dit déjà, une dystopie? C'est une dystopie, ouais. Ouais. Non mais juste l'histoire du personnage quoi. Oui, Genre le en principe. gros, il a la capacité de jamais mourir, quoi. Il peut se faire réimprimer à chaque fois qu'il décède, et du coup, il est utilisé comme un esclave, quoi. Ok, oui, ouais, Puisqu'il c'est est ça. immortel. En gros, c'est Et du une, coup, il fait faire. c'est genre une partie de l'humanité qui part dans l'espace Oui. créer une nouvelle civilisation. Et lui, en fait, il est ce qu'on appelle un expandable. Je sais pas comment ça a été traduit en français. Moi non plus, je lis pas les sous-titres. Et
Le podcast des puristes. Non, et du coup, ouais, c'est ça, qui peut à chaque fois qu'il meurt, en fait, il est réimprimé, que ce soit sa conscience ou son corps, et du coup, ce qui fait de lui quasiment un être immortel. Et je suis donc allé le voir puisque j'étais à Washington. Sympa, ça. Ces 3 derniers jours, et je suis allé le voir en IMAX parce que ce qui est bien avec l'abonnement AMC, j'en avais parlé, mais c'est que j'ai le droit d'aller voir les séances IMAX gratuitement. Enfin, il n'y a pas de surcoût. Et IMAX, c'est quand c'est en plus grand. Et tu vois vraiment une différence au ciné? Bah alors, il y a des films pour lesquels je pense que je verrai une différence. Là, je vais le revoir tout à l'heure, Mickey 17, en format normal. Ouais. Sympa. Mais donc, je pourrais plus dire à ce moment-là. Ouais. Mais en fait, c'est juste que le ratio est pas le même. L'écran. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus haut. Et même, il y a un son de fou et tout. Mais donc, ce qui était intéressant, c'est que c'était le vendredi soir. Donc, ici, les films, ils sortent le vendredi, donc le soir de sa sortie. 20 séances de 20 heures blindées. T'avais réservé avant? Ouais, j'avais réservé avant. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas eu de place sinon. Et même si on va en parler, le film se plante. Ah ouais? Ouais. Et moi, alors, c'était pas un paquet de chips. Moi, c'était. Je crois qu'honnêtement, devait y avoir 10% de la salle qui avait pas de trucs qui mangeait pas. Ouais, qui mangeait pas. Et ensuite, les trucs à manger, c'était genre le petit pot de popcorn, c'est genre immense. Et en plus, donc déjà, ça fait du bruit. Le mec à côté de moi, il a pas arrêté de faire du bruit. Il réagissait, tu sais, comme un Américain en mode oh mon dieu, oh mais c'est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, c'est ouf. Et bon, il faisait 1m90, donc j'ai rien dit. Donc j'étais là en surtout, mode. je crois que pour le coup, en France, il y a ce truc de chut qu'il n'y a pas trop aux États-Unis. Hein. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'ils ont tous des armes dans leur sac. Mais c'est un truc que j'aime bien en France. Tu sais, quand ça commence et tu te dis, ok, je vais devoir le faire, et il y a quelqu'un qui le fait à ta place, t'es en mode, un héros. Bah, dans le spot AMC qui diffuse au début, ils disent bien en mode taisez-vous, quoi. Ouais. Mais bon. Mais donc voilà, et surtout, eux-mêmes, en fait, les boissons, donc ils sont absolument immenses. En fait, il y a énormément de glaçons dedans. Et du coup, ça fait un bruit de fou. Et même à la fin, là, quand ils finissent. Ah, mais alors ça, tu sais que moi, ça, pour le coup, je le vis sur scène parfois, au Sarfati, quoi. Quand t'es sur scène, les gens, ils sont très proches. Ils finissent leur cocktail et il y en a, tu sais, c'est des gens, en plus, moi, c'est de l'alcool, donc c'est encore différent. Ils en ont déjà bu un, voire deux, c'est le troisième. Et du coup, ils se rendent pas compte, mais ils font vraiment des gros. Et toi, t'es en train d'essayer de faire une blague sur tes parents qui divorcent et t'es en mode gros, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, et surtout ce qui est important de l'avoir vu à Washington, c'est que c'est un film très politique finalement. Oui. Bah oui. Et est-ce que Washington, justement, moi qui suis jamais allé, est-ce que tu sens que c'est une ville qui est politisée? Est-ce qu'elle est, tu vois, est-ce qu'elle a cette parce que on en parlait d'ailleurs dans le dernier épisode où tu disais que finalement aux États-Unis on sent pas trop l'impact de la politique. Est-ce que à Washington c'est différent? Un peu plus parce que tu vois des petits drapeaux ukrainiens sur certaines maisons. Okay. Tu vois beaucoup plus de drapeaux américains sur les maisons, mais en fait, de ce que j'ai compris, Washington est à gauche. Et donc, il y a quelques manifs. Là, il y avait une manif pour la science. Il y a quelques manifestations et tout. Quand on est allé devant la Maison Blanche, il y avait des gens qui avaient des pancartes genre ban de bombes. Et juste à côté, il y avait des témoins de Jéhovah, comme il y en a absolument partout. Et des mecs qui jouaient, et des mecs qui jouaient au hockey dans la rue. Parce que pourquoi pas, c'est les États-Unis quoi. Mais non, honnêtement, et c'est ce que c'est bon, on va peut-être entrer par le film là-dessus, même si c'est pas forcément la porte d'entrée du film. C'est donc le film comporte une caricature de Trump quoi, une parodie de Trump. Tu l'as vu comme ça? Ok, toi tu l'as pas vu comme ça m'intéresse. si, mais justement j'ai pas aimé. Enfin, j'ai trouvé ça pas hyper intéressant comme comme choix. Et je sais pas si c'est un choix de Mark Ruffalo ou du réalisateur. Oui, bah c'est ça qui est intéressant. Donc c'est un personnage qui est campé par Mark Ruffalo et qui est donc à la tête de cette nouvelle colonie dans l'espace. Oui. Et qui est donc clairement une caricature de Trump. Parfois il reprend un peu les mêmes mimiques, les mêmes gestes. Ouais. Bah c'est ça. Et moi quand il fait les mimiques, je suis un peu en mode j'avais déjà compris quoi. Ouais. Bah j'avais déjà compris les cheveux, les dents et tout. J'avais déjà compris. Ouais. Bah ça pose la vraie question, et en fait je pense que Hollywood s'est retrouvé face à un gros problème. C'est que Hollywood, de ce que j'ai compris des insiders et de ce que j'ai compris d'un autre film avec lequel je vais pouvoir faire le parallèle assez inattendu, Captain America 4, alors tu vas voir, mais le parallèle est plus, je te crois, plus que justifié. Ne s'attendait pas du tout à une seconde victoire de Trump. Et quand je dis ça, c'est pas au début de l'élection, c'est au moment où ces films ont été écrits, c'est-à-dire il y a 2 ans.
Oui. Il faut se remettre dans le Oui. contexte de l'époque. Trump était en train d'être condamné. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, ils y croyaient pas. Et du coup, à mon avis, ils se sont dit, on a tourné la page du Trumpisme. Est-ce que c'est pas le moment de lui cracher un peu au visage, sachant qu'avant, on n'osait pas trop vu qu'il était président, tu vois. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un peu Mhm. eu de ça. Parce que là, Warner Il y Bros. a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait que Bong Joon-ho est un réalisateur étranger, et que du coup, il y a plus ce truc de... Je pense que c'est plus facile pour un réalisateur étranger de le faire. La preuve, même le film sur Trump, The Apprentice, qui a été nommé aux Oscars, il n'a pas été réalisé par un Américain. Ouais, mais tu vois, typiquement, Captain America 4 comporte aussi Ouais. un personnage pas caricatural comme Mark Ruffalo, Mhm. mais avec vraiment un côté très Trumpiste. Et en fait, le film a été entièrement reshoot, pas entièrement, mais en tout cas de grosses parties reshoot, pour changer la trajectoire du personnage, le rendre un peu moins Trumpiste et le rendre un peu plus attachant. Et il a été reshoot au milieu de l'année dernière. Et Putain, donc, c'est ouf. ouais, et on se retrouve du coup avec un film qui a plus aucun message politique, alors que c'est censé être un film qui parle un thriller d'espionnage politique. Et parce que, à mon avis, Disney a fait marche arrière sur le sujet en se disant mais attention, si jamais les gens nous disent qu'on caricature Trump, on va se mettre la moitié des Américains à dos. Alors, les Américains, et au-delà de ça, je crois qu'il y a quand même une vraie question financière derrière tout ça, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, et même Trump, c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode sur les Oscars, et ça rejoint un peu ce climat actuel d'Hollywood de... en fait, Trump, peut-être qu'il est là pour... déjà, il est là pour 4 ans, Oui. et peut-être que son successeur est là pour plus. Enfin, tu vois, en fait, le Trumpisme a été vu un peu comme un truc temporaire, en mode oh là là, non, le Trumpisme, mais bon, c'est bon, on a tourné la page, on a compris la leçon. En fait, non, pas du tout. C'est fou. Et les entreprises essayent de voir comment. Et donc, dans ce cadre-là, je trouve que c'est très difficile d'attaquer Trump parce que, pareil, on en avait déjà parlé, il est déjà un peu caricatural. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'en faire une surcaricature, et c'est ça aussi le problème, je pense, du personnage de Mark Ruffalo, qui est too much, mais qui est too much parce que Trump est déjà too much. En fait, même si tu vois. Mais du coup, oui, c'est là où moi, du coup, je comprends pas l'intérêt de l'avoir autant rapproché de Trump. Fais-moi un parce que, en fait, avant même l'apparition de Trump dans le paysage politique, on a eu des personnages d'hommes politiques un peu fous qui pourraient faire penser à Trump alors qu'ils sont arrivés avant, qui ont été écrits avant. Donc t'as pas besoin d'aller autant dans les manières de s'exprimer ou de bouger de Trump. Fais-moi juste un despote qui perd la boule, quoi, et on s'en fout, qui ressemble au mec réel ou pas, quoi. Ouais, dans Don't Look Up, c'est pas une femme. Don't Look Up, non, ouais, mais Don't Look Up, il y avait déjà eu Trump dans le paysage politique, quand même. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'était pas une caricature pure et dure de Trump, alors que c'était aussi un despote qui faisait n'importe quoi, tu vois. Quand on voyait Don't Look Up, on se disait pas c'est Trump, mais en même temps, on pouvait y voir complètement du Trumpisme. C'est ça. Et non, moi, ce que je trouve quand même juste à noter, c'est que ça soit dans Captain America 4 ou que ça soit dans Mickey 17, le personnage Trumpiste a une tentative d'assassinat et a une balle qui lui passe à 5 cm du crâne. Ouais. C'est vrai que ça, j'avais pas fait le lien du tout. C'est quand même fou, hein. Dans les deux films. Ouais. Et dans les deux films, il survit et il en fait, entre guillemets, une force. En tout cas, tu vois, il en profite pour resserrer. C'est récent. Donc ouais, moi je suis d'accord que c'est vraiment la question comment dépeindre Trump sans tomber dans la mauvaise parodie. Je trouve que The Apprentice le fait parfaitement. Moi je trouve que The Apprentice. Mais bon, c'est plus, enfin c'est entre guillemets plus simple dans leur cas, dans le sens où eux ils parlent vraiment de lui. Là il y a cette espèce de c'est un peu lui mais c'est pas lui. Ouais, il faut faire comprendre aux gens que c'est lui. C'est ça. Et le truc de sa femme aussi, j'ai trouvé ça un peu naze moi. Ok. En fait ces deux personnages là je les ai pas trouvés réussis parce que pour le coup ils sont trop caricaturaux. Et pas assez, tu y crois même plus quoi, tellement ils sont trop. Et c'est pas nécessairement dans la manière dont ils sont écrits que dans la manière dont ils sont performés quoi. C'est un mix des deux. Ouais, je vois. Et donc de manière générale, toi, qu'est-ce que t'as pensé de Mickey 17 ? Moi j'ai trouvé ça bien, mais par exemple, moi je l'ai beaucoup comparé à Okja. Ouais, je suis d'accord. Parce que je trouve qu'il y a plein de points communs et je crois que j'ai préféré Okja. Ok, moi je les mettrais à peu près les deux sur le même niveau. Et c'est vrai que je pense... Enfin moi en tout cas pareil, moi j'ai bien aimé mais j'attends quand même, là je vais le revoir et je pense que ça va être important pour moi de le revoir pour avoir les idées plus claires sur le film. Mais il y a un peu un sentiment de déception parce que bon déjà ça arrive après Parasite et je pense que c'est aussi peut-être ça qu'il a essayé de déjouer, c'est-à-dire pas refaire
Ah bah ouais. un Parasite, enfin tu vois, c'est pas du tout les mêmes Non. ambitions. Mais moi j'aurais préféré un Snowpiercer quoi. J'aurais préféré un film de science-fiction avec Robert Pattinson, etc. Et y compris des enjeux Il est un peu politiques. perdu entre les deux, je trouve en fait. Il est un peu perdu entre Okja et Snowpiercer. Ouais, sa première moitié est plus Snowpiercer et sa deuxième est plus Okja. Et du coup, c'est dommage parce que la première, j'étais bien dedans. Même l'humour, moi, je trouve ça plutôt réussi. Il y a il y a des moments drôles qui fonctionnent très bien. Mais la fin, après, moi, je suis pas trop le côté avec les animaux et tout. Moi, souvent, ça a du mal à me. Moi, je suis un monstre. Ah ouais? Moi, je suis un monstre, vraiment. Bah, là, le film avait un mérite, c'est qu'on comprend bien que les animaux sont pas non plus tout gentils. Mais le côté, les humains, les méchants qui viennent détruire la faune et la flore en mode un peu Avatar, tu vois, et les gentils animaux qui n'ont rien demandé et qui ne demandent que la paix et l'amour. Je trouve ça pareil un peu caricatural et c'est dommage quoi. Parce que la réalité Ça, c'est je suis que d'accord. il y a des chances que si t'arrives sur une planète étrangère avec d'autres animaux, bah ouais, il y a des chances qu'ils t'attaquent en fait. Oui. Mais ça, après, bon, c'est de la fiction de notre côté, quoi. Je veux dire, lui, moi, je trouve ça intéressant quand même. Le côté, il y a une phrase que j'ai aimée où lui, il dit qu'en gros, c'est des aliens. Et c'est elle qui l'engueule en mode bah non, c'est nous les aliens en fait, c'est nous qui venons d'une autre planète. Je trouve que cette manière-là de l'aborder et tout, je trouvais ça intéressant. Parce qu'il n'y a pas vraiment ça dans Okja, c'est autre chose dans Okja. Ouais. Et là, ce truc de ah, c'est nous qui venons et qui pensons que c'est eux qui n'ont pas leur place. Alors, il y a aussi du coup tout un lien avec le Trumpisme qu'on peut faire sur même les États-Unis, hein, parce que ça, c'est une critique plus générale. C'est un je truc pense. ici, hein. Ouais. Et les aliens, d'ailleurs, ici, alien, ça veut aussi dire immigrant qui n'a pas sa place dans le pays, quoi. Ouais, je sais, on m'appelle souvent Donc, comme ça. Non. On m'appelle l'OVNI. Non, il y a un Français qui a reconnu que j'étais français dans un centre commercial et qui m'a donné un moyen de reconnaître les Français aux États-Unis, si vous voulez. Ok. C'est en fait, je portais un ice-pack. Il n'y en a pas ici. Tu portais quoi? Un ice-pack, un sac ice-pack. Il n'y a pas d'ISPAC ici? Je pensais que c'était américain, les ISPAC. Bah moi aussi. Et en fait, en gros, tu sais, c'était des gens qui démarchent pour les associations. Et j'étais en train d'attendre et donc évidemment la meuf vient me voir en mode ah toi et tout. Moi ça me fait rien parce que je sais que j'ai pas l'âge, donc de toute façon quand je leur dis mon âge ils savent qu'ils peuvent pas me demander quoi. Et donc elle vient me le dire en français et juste à côté le mec qui était donc français dit non mais laisse tomber, c'est un français. Et je lui dis mais comment t'as su que genre je le porte sur moi, genre j'ai vraiment, tu vois. Ouais. Et il me dit bah non mais t'as un ice-pack donc t'es forcément français ou espagnol quoi. Putain, marrant. Putain, heureusement qu'il a pas dit espagnol, ça m'aurait vexé. Donc bref, ouais, je suis d'accord sur ce propos-là. Et en fait, je trouve que le film est un peu perdu parce que je trouve que son propos le plus intéressant est autour du personnage de Mickey et de l'acceptation de soi, en fait, et de différentes parties de soi. Et finalement, la fin là-dessus est moins satisfaisante que la fin pseudo-politique avec en plus... alors bon, désolé pour les mini-spoilers, mais honnêtement, enfin, ça n'a aucun intérêt d'aller voir ce film pour l'intrigue principale en mode qu'est-ce qui va se passer à la fin. Non mais c'est pas un film à twist quoi. Non. Mais avec sa copine qui prend le lead, etc. Enfin, sans trop en dire, ceux qui l'ont vu comprendront. En fait, j'ai trouvé ça un peu quasi niais quoi. Bah je suis d'accord, mais c'est vrai que par contre, et c'est là où c'est dommage parce que le film commence fort, t'as raison, ce truc sur la multiple identité, je le trouve très intéressant et moi je l'ai vachement rapproché à Bref, où on a eu ce débat et ça a fait beaucoup parler, mais où ce truc de, tu sais, les gens ils ont vu Bref et ça les a vraiment illuminés, ils ont réalisé des trucs, ils ont l'impression d'avoir vécu une séance chez le psy, et bah moi, cette manière-là de présenter plusieurs identités de la même personne et le rapport à soi-même et aux différentes phases de soi-même, et bah ça m'a quasiment plus parlé que comme c'était fait dans Bref, où c'était vraiment direct et sans subtilité. Voilà le moi de machin. Là, cette subtilité-là et cette manière d'aborder le sujet, j'ai trouvé très intéressante. Pas surtout avec le côté la mort à chaque fois et tu revis autrement, etc. Et je suis d'accord, et c'est pour ça que pour moi la première moitié du film est la meilleure et c'est le moment le plus intéressant. Et du coup, ça rend la seconde moitié en mode bah ouais, mais c'était pas vraiment ça que tu m'avais promis en fait à la base. Bah ouais, surtout que donc quand il y a l'espèce de, c'est pas le twist mais le vrai tournant du scénario, donc qui sont les identiques là, les multiples. Les multiples, c'est ça, les multiples. Le multiples, à ce moment-là, je suis en mode ok, je l'avais un peu vu venir.
que ça allait se passer comme ça, mais je suis très chaud. C'est ça que j'ai envie de voir, et j'ai envie de te voir justement là pour le coup. C'est là où moi ça m'a parlé, c'est être confronté à soi-même, et un soi-même qui n'est pas vraiment soi, mais qui reste soi. Comment je fais, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ça, je trouvais ça très intéressant, et c'est très vite mis de côté en fait par le scénario qui te raconte complètement autre chose. Ouais. Et en plus, bon après, c'est à ce moment-là que le personnage, et c'est dommage, j'ai pas le nom de l'actrice, qui joue aussi dans Le Comte de Monte Cristo, prend plus d'importance. Oui, mais elle, ce personnage, elle est très jolie d'ailleurs. Elle est encore plus jolie dans ce film-là, je trouve, que dans Monte Cristo, mais il disparaît après ce personnage, c'est trop bizarre. Ouais, non, mais je suis d'accord qu'il y a des. En fait, le film dure. C'est adapté d'un livre, et je trouve que ça se ressent. C'est-à-dire que déjà, le film est assez long, il dure quand même 2h20, et pour autant, il y a quand même des trucs où t'es en mode, bah ça c'est dommage, ça mériterait d'être développé ou exploité pour qu'on comprenne un peu mieux. Genre, je trouvais ça intéressant. En fait, il y a un truc du Trumpisme que je trouve intéressant dans Mickey 17 qu'on n'a pas forcément vu dans les autres, c'est le côté vraiment idolâtrie, le côté fanatisme. Et ça, c'est vrai que ça, le cinéma l'a pas trop traité en tant que tel. On a eu le côté populiste, le mec populiste, etc., qui fait ses discours, les manières, qui aime beaucoup la caméra. Ça, on l'a entre guillemets déjà eu, on sait déjà. Et on l'a eu plein de fois. On l'a eu plein de fois. Mais le côté vraiment fanatisme pur et dur, je trouve qu'on l'a pas eu tant que ça, pas autant en tout cas. Et je trouve que là, c'était intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment... Enfin, c'est pertinent de faire le propos là-dessus puisqu'ils vont créer leur propre civilisation. Donc c'est vraiment ce côté, scission au sein de la société, d'un seul coup, il y a des gens qui ne vivent plus ensemble, qui ne parlent plus de la même chose et qui vont carrément vivre ailleurs, entre eux, en vase clos. Et comment ça se passe en vase clos autour de ce fanatisme, et finalement, on le voit pas, on le sent pas trop. Donc... Et même donc pareil, respoil, mais l'espèce de rébellion contre ça, elle arrive un peu comme un cheveu sous la soupe. Ouais. Avec des personnages qu'on n'a pas trop vus avant, et qui du coup on comprend pas leur motivation. Tu vois pas des personnages changer d'avis en fait. Il y a très peu d'évolution finalement dans la position des personnages les uns par rapport aux autres, et ça c'est dommage. Et donc de manière générale, le film est pas super bien reçu. Les critiques sont un peu tièdes, mais c'est aussi ça qui est intéressant, et c'est peut-être ça, on en parle souvent, on défend toujours, quasiment toujours, les réalisateurs et leur vision, et là en l'occurrence on est face à un réalisateur qui a pu aller au bout de sa vision, qui a pu faire le film qu'il voulait faire, à mon avis. Je pense que... Il n'a pas été compliqué ce tournage. Il a été alors en gros c'est pas vraiment le tournage qui a été compliqué, c'est plutôt la post-prod, puisqu'il était prévu de sortir l'année dernière, mais il y a quand même deux explications rationnelles à mon avis quand on voit le résultat du film, parce que honnêtement moi je trouve que ça ressemble pas à un film charcuté par un studio, parce que sinon on aurait eu moins de Trump. Mais il y a les effets spéciaux, il y en a quand même beaucoup. Et alors il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient pas terribles, moi je suis pas d'accord, je les trouve très corrects. Ouais, moi aussi. Et donc ça prend du temps de faire ces effets spéciaux corrects, et Warner Bros est connu pour rusher ses effets spéciaux, et peut-être que Bong Joon-ho a dit le film sort pas dans cet état-là. Et deuxièmement, il y avait peut-être la volonté de laisser passer l'élection, parce que si jamais tu sors ce film-là en plein milieu de la campagne, c'est peut-être pas le même retentissement et les mêmes retours, tu vois, sur le sujet, et peut-être que tu te tapes des attaques de Trump, etc., alors que là il s'en fout, il est à la Maison Blanche. Donc peut-être qu'ils se sont dit on va laisser passer les élections. C'est là où ton film peut aussi moins bien marcher, parce que tu peux en faire une espèce de, entre guillemets, truc qui rassemble contre Trump. Mais est-ce que Warner Bros a envie de faire un truc qui rassemble contre Trump ? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça la vérité. Non, et donc le film est moins bien reçu. Forcément, il souffre, comme je le disais avant, de la comparaison avec Parasite. Déjà parce que la réalité, c'est que c'est de la SF, donc c'est par essence, et je suis un fan de SF, moins subtil. C'est-à-dire que très souvent, la SF, c'est plus in your face, et en plus, c'est de la comédie. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça peut déstabiliser, parce que... Parasite, il y avait un côté comédie quand même. Parasite, c'est une complète, et c'est là où il est fort, je trouve, Bong Joon-ho, c'est que c'est complètement un autre humour, quoi. Ouais. Mais c'est de l'humour quand même. C'est lui qui l'a écrit aussi, Parasite ? Oui, je crois. Ouais, je crois que c'est lui qui l'a écrit. Et surtout, non, et par contre, on retrouve la thématique de la lutte des classes, de la classe ouvrière, qui se fait exploiter. Et ça pareil, et je trouve que c'est super intéressant, et c'est dommage parce que le principe de base d'avoir ce personnage qui revit éternellement, qui représente du coup cette exploitation ouvrière, à savoir en fait t'es jetable, c'est-à-dire que c'est pas grave, si tu meurs on te remplacera, on trouvera un autre qui sera exactement comme toi, qui fera exactement les mêmes choses que toi, et qui mourra aussi, et c'est pas grave, et d'ailleurs et c'est là où c'est intéressant, c'est qui est toi en fait. Vous êtes tous les mêmes, quoi. Tu vois, il y a ce truc, je suis en train de lire Les Misérables là, pas pour me la raconter, mais
Je l'avais jamais lu. Et il y a de ça, quoi. Il y a ce truc de vous êtes la masse, quoi, en fait. Et vous êtes tous la même, tous les mêmes, vous êtes la même chose. Et juste, on vous fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors pour le coup, je vais pas le spoiler, mais la fin du film révèle un autre titre. Et qui résume tout ce propos justement autour de est-ce que exactement. Mais ça, c'est un sujet qu'il avait déjà abordé dans Snowpiercer et que je trouvais très intéressant aussi, cette espèce de lutte des classes. Où là, c'est pour ça que Snowpiercer, c'est vraiment un très bon film. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est vraiment une régalade. Il est sur Disney+, je crois. Non, Max. Je crois qu'il est sur Max. Et c'est que ce qui est kiffant dans Snowpiercer, c'est que c'est une lutte des classes qui est une lutte physique, quoi. Ils se battent les uns avec les autres. Et tout en étant justement une représentation de ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis il y a ce côté de l'échelle sociale où plus tu remontes dans le train, plus tu avances vers la haute et tout. Enfin, c'est vraiment un super film, Snowpiercer, que je recommande fort. Et si vous avez apprécié justement la manière d'aborder ces sujets dans Mickey 17 et que vous n'avez pas vu Snowpiercer, foncez voir Snowpiercer, quoi. Ouais, carrément. Bah en fait, et c'est ça. Pardon, je peux terminer, je suis désolé. Ouais, non, vas-y. Mais c'est ça qui est frustrant avec ce film-là, c'est que en fait, c'est exactement la même chose pour Okja. Si vous avez aimé la manière d'aborder le rapport à la nature et aux animaux, et en fait, allez plus voir Okja que Mickey 17. Et en Mickey 17, on a l'impression qu'il a voulu mettre tous ces espèces de sujets qui sont les siens et qu'il a super bien traité dans les films précédents dans un seul, et du coup, tu te retrouves à pas approfondir les trucs et à être dans plein de choses différentes qui finalement n'aboutissent que très peu ou très mal. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a aussi le côté où en fait, dans Snowpiercer, donc il va se servir de la science-fiction, mais il va lui ajouter un côté action, tu vois, pour le grand public. Et ici, c'est plutôt le côté comédie. Et moi, c'est une question que j'ai envie de te poser, qui est un peu en lien avec ta vidéo à la fin pour teaser. Moi, je l'ai un peu comparé donc à Don't Look Up, le film, de manière générale, parce que je me suis posé la question de est-ce qu'on est prêt à rire de ce qu'on vit déjà comme une espèce de violence au quotidien? Et est-ce que la science-fiction, notamment cette science-fiction, elle est plus assez fiction en fait pour être vraiment drôle, vraiment un truc évasif. Comme on l'a dit en fait, moi pendant le film je voyais tellement Trump et je voyais tellement entre guillemets ce qu'on vit que je me projetais même plus dans un univers où j'étais en mode ah ok il y a des trucs intéressants. Alors que Snowpiercer, c'est entre guillemets tellement éloigné de ce qu'on vit. Oui. Qu'il y avait ce côté aussi évasion, même s'il y avait un message et on pouvait faire le lien avec notre vie actuelle. Or là, le lien, il est tellement fort que, tu sais, quand je rigolais, j'étais en mode, mais bon, en même temps, ce mec-là... Enfin, tu vois, ce mec-là, il habite à 300 mètres dans son palais présidentiel. C'est un peu moins fun, en fait. Ouais, je vois. Mais après, c'est là où c'est difficile, c'est que... L'humour doit être subtil quand même, justement, parce que moi, Don't Look Up, j'en garde pas un souvenir mémorable. Je me souviens pas m'être plié de rire devant Don't Look Up. Je me souviens qu'il avait justement un côté trop moralisateur parce qu'il était trop regardez, voilà ce qui se passe exactement. Et du coup, il y avait un peu un côté fait un docu, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est difficile de trouver l'entre-deux entre je fais un docu ou je fais un truc un peu éloigné, un peu science-fiction, mais quand même, est-ce que vous allez du coup voir ce que je veux vous délivrer comme message ? C'est ça, et un peu c'est ça, et le côté comédie, moi c'est vraiment ça, c'est le côté la difficulté de faire rire autour de ces sujets, même enfin au-delà d'être graves, tu vois, qui sont tellement contemporains et tellement dans notre vie de tous les jours et dont on entend en fait déjà tellement parler et sur lesquels les comiques font déjà tellement de vannes, et enfin tu vois, il y a un peu ce côté, on en a vu 150 des parodies de Trump. Du coup, quand on en voit une au cinéma, c'est moins impressionnant que quand Charlie Chaplin il faisait la parodie d'Hitler alors que personne l'avait faite, quoi. Oui. Ou alors il faut justement, et c'est là où c'est décevant avec ce film-là, ou alors il faut l'aborder avec un angle complètement différent. Comme tu l'as dit, par exemple, l'angle de l'idolâtrie qu'on n'avait pas vu et qui aurait été hyper intéressant. Quand tu les vois tous être impressionnés par lui ou qui veulent absolument gagner le dîner pour aller avec lui et tout, et ça c'est des trucs beaucoup plus intéressants, je trouve. Ou même justement... Et c'est cette scène-là, je l'ai pas tant compris d'ailleurs, la scène du dîner, parce que donc celle qui joue aussi dans le Comte de Monte Cristo, dont on a oublié le nom et qu'on mettra que notre monteur mettra. Son personnage, je comprends pas son rapport à ça, parce qu'elle arrive, elle a l'air un peu fascinée par lui quand même, et puis après elle lui rentre dans l'art, et puis après elle hésite. Il y a un côté, alors et au contraire, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui en fait aujourd'hui sont en train d'idolâtrer Trump, mais s'ils se mettaient à une table avec Trump plus de 20 minutes, ils seraient en mode mais attends, je suis fou, gros, t'es sérieux quoi? Tu viens de dire 4 choses et son contraire, et tu viens de faire des trucs horribles devant WAM sans en même frétiller de l'œil, quoi. Et il y a un truc ça c'est dommage, que j'ai trouvé pas mal et que j'ai trouvé pour le coup plutôt un peu plus subtil, c'est sur le fait qu'elle soit lesbienne, ou en tout cas bi,
vu qu'ensuite elle est attirée par le personnage de Mickey. Parce que la personne qu'elle perd à un moment, c'était pas son ami, quoi. Ah ouais? Ah bah non. Enfin, je crois pas. Hein. Bah ça, on l'a pas vu, ça, si. Bah, enfin, écoute, c'est pas dit, quoi. Bah, en fait, moi, j'en ai déduit ça, déjà par leur proximité, par le fait qu'on voit des photos, etc. Et même, en fait... Bah, tu peux avoir des amis femmes quand t'es une femme. Non, alors, c'était pas du tout mon propos. Je sais. Et c'est parce que, justement, le personnage de Mark Ruffalo insiste 10 fois en disant à chaque fois oui. sa meilleure amie, sa meilleure amie, sa meilleure amie. Et moi, j'y ai vu un truc un peu de, justement, de non, mais tu sais, comme les Grecs, quoi. Genre... non, mais ils étaient très amis. Ils étaient vraiment mes potes, potes, quoi. Mais ouais. Et je crois qu'il y a un peu de ça. Écoute, je verrai au revisionnage, mais moi, je l'ai senti comme ça, quoi. Eh ouais. Ouais, je vois. Comme Flaubert et comment il s'appelle, putain, son meilleur pote de Flaubert qui commentait tous ces trucs. Et c'était en mode, ouais, ok. Oui. C'était des amis intimes. Je crois qu'ils disent amis intimes. Ouais. Donc, mais là où c'est intéressant, pareil, même là, il y a tout un passage que moi j'aurais aimé sur la place de la femme et sur le fait que lui, il la voit comme une femme capable de reproduire dans sa nouvelle colonie et tout. Et pareil, c'est un peu passé sous le tapis, quoi. Et pour le coup, c'est un truc qui est, je pense, très proche de la vision de Trump de certaines facettes de la société. Et pourtant, il en fait une mini-scène et on passe à autre chose. Ouais, écoute, on a parlé de ce qui nous a pas plu. Toi, quels sont les points positifs du film pour toi? On a beaucoup vanté Timothée Chalamet ces dernières semaines dans les épisodes. Moi, je pense qu'il faut faire une petite parenthèse sur Robert Pattinson, qui est quand même en train de réussir un tour de force majeur, quoi. Parce que pour le coup, dans notre génération, il y a très peu d'acteurs qui ont commencé comme il a commencé et qui arrivent là où il est. Qui arrive à vraiment mettre tout le monde d'accord, quoi. Et moi, j'ai revu, alors je l'ai pas revu en entier, mais je l'ai relancé. Après, j'ai une pote qui est venue finalement, mais j'ai relancé Good Time. Ouais. Je sais, c'était par rapport à... oui, une amie intime. Une amie intime qui est venue. Pour qui tu coupes Good Time. Ouais, bah parce que ça faisait longtemps que c'était pas vu, elle était dans le quartier, écoute. Et en vrai, j'avais lancé Good Time avant le match du PSG pour me détendre un peu. Ceux qui l'auront vu comprendront. Incroyable, Good Time. Tu me l'as offert en Blu-ray d'ailleurs, merci, hein, parce qu'en Blu-ray sur ma télé. Oh la claque. Faut que je le revoie, ça fait super longtemps. J'avais mis le casque en plus, la BO elle est folle. On dirait un peu. Il y a un côté techno, mais en même temps, la soundtrack de le premier Blade Runner. Ouais, je vois. Tu vois ou pas? Waouh, c'est fou. Et c'est des images de fou. Et Robert Pattinson, il est flippant, quoi. Bah, t'as vu, il a dit que c'était son tour dans Good Time. Hein. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et ça l'est. Mais je veux dire, depuis, il est vraiment excellent. Et dans ce film-là, je le trouve excellent. C'est très dur, hein, parce qu'il fait une performance où il doit jouer face à, du coup, pas lui-même, mais quand même lui-même. Et il le fait très. Et il doit jouer un Benet un peu, enfin, tu vois, un peu bête, mais pas trop. Enfin, notamment Mickey 17, parce qu'il doit aussi jouer les variants, mais Mickey 17 particulièrement, je le trouve très difficile à jouer. Parce qu'il est constamment, justement, sur la ligne fine entre la parodie et en même temps le sérieux, parce qu'en plus c'est le personnage principal, en plus il a la voix off, donc si jamais t'y crois pas, bah en fait tu crois pas au film. Oui. Fin de l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Et il arrive à être drôle et touchant, et c'est très dur. Ouais. Il arrive à changer sa voix aussi d'ailleurs, hein, tout simplement. Ça en vrai, en termes juste, en fait, moi quand il a commencé à parler, je me suis dit ça va pas être lui, ça va être un des autres Mickey qui a complètement une autre voix. Je croyais que c'était même pas la voix de Robert Pattinson, moi. Non, je suis d'accord. Mais ça c'est hyper impressionnant. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi j'aurais aimé quasiment en voir plus de Robert Pattinson. Oui. En fait, il y a un moment où il disparaît un peu du film et t'es là, bah non, mais quand même. En plus, c'est quand même un peu à l'antithèse du propos du film, qui se met à se concentrer sur Mark Ruffalo plutôt que. Enfin, encore une fois, je me souviens plus du nom du personnage, mais le personnage de Mark Ruffalo plutôt que celui de Robert Pattinson. Ouais. Je suis en mode, bah non, mais ne nous faites pas un film autour d'un despote et machin truc, ça. Ce qu'on veut justement, c'est le film autour du pauvre ouvrier maltraité et qui est personne et qui pour une fois est quelqu'un dans ce film. Et ça, je trouve que c'est dommage. J'aimerais revenir un peu du coup sur le fait que le film se plante actuellement. Mais alors ça, ouais, j'ai pas du tout vu moi. Donc le film reçoit des critiques mitigées, mais surtout il se plante au box-office. Parce qu'en plus il a coûté très cher. Très cher. Mais moi je suis pas comptable, hein, donc, et je suis pas actionnaire chez Warner. Non mais
Tu vois, Ouais, genre, enfin, c'est pas un argument contre, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps, une comédie plus de la science-fiction. Ouais. Enfin, C'est très dur à vendre. Hein. Ah, Moi, mais- même moi qui ai honnêtement apprécié l'expérience, tu vois, j'ai passé un Ouais. bon moment. C'est un film que j'ai aimé. Je sais pas trop comment ni à qui je le Ouais. recommanderais, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis complètement Et d'accord. tu vois, plus à nos parents, je dirais en fait. Ouais, et encore, hein, 2h20 de science-fiction, faut que ça soit des parents un peu ouverts d'esprit. Hein. Oui. Genre, je parle vraiment de nos parents, quoi. Oui. Ouais, Tu mais vois, même les papa. bourgeois je sais pas parisiens. si- Non, papa, peut-être pas. Maman, je pense qu'elle kifferait. Ouais, plus, ouais. Mais tu vois. Mais tu vois, Ouais, je suis, Ouais, ouais. mais je suis d'accord. Après. mais tu vois, tous mes potes, enfin, tu vois, Merwan, on s'est retrouvés après, parce qu'on allait chez le coiffeur, il m'a dit, ah, t'es allé voir quoi? Je suis allé voir Mickey 17. Et tu sais, j'avais envie de lui dire, moi j'ai kiffé, mais toi, enfin, va voir autre chose si tu vas au ciné, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, c'est compliqué à. Et en même temps, on l'a dit, moi je suis trop content de voir Bong Joon-ho et c'est grâce. Ouais. Enfin, et à mon avis, c'est pour ça en fait. Beaucoup de gens étaient en mode, mais pourquoi il fait ça maintenant? Mais c'est le seul moment de sa carrière où il va pouvoir le faire en fait. Enfin, Mm. et c'est vrai que ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit, le mec il sort de la Palme d'Or, de l'Oscar et tout, il va peut-être essayer de refaire un grand film. Et non, en fait, Mm. il s'est dit, attends, là j'ai un chèque sur la table. C'est pas qu'est-ce que ce chèque peut me permettre de faire de plus fou, mais qu'est-ce que ce chèque peut me permettre de faire aujourd'hui qui me permettra que je pourrais plus faire demain. Parce qu'en fait, ces films, je crois qu'ils ont jamais été des cartons au box-office. Donc en fait, il se dit mais je vais jamais avoir un carton au box-office. Donc le film impossible à produire que j'ai dans les cartons, bah en fait, effectivement, Mickey 17, c'est un film impossible à produire. C'est-à-dire que c'est un Ouais, c'est ovni. vrai. Moi, j'ai aucun film de cette ampleur et à la fois aussi niche et perché depuis quasiment Megalopolis, enfin dans une autre mesure, tu je vois. vois. Mais dans l'idée d'un espèce de projet où t'es en mode mais et en même temps, c'est trop cool parce que cette semaine est également sortie, je ne l'ai pas vu, je ne vous le recommande pas quand même. Electric State, Oula. ouais, des frères Russo. J'avais même pas entendu parler. Ah, putain, Et si les frères. les frères sur Netflix avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown, dont on n'a jamais parlé parce qu'on n'a jamais vu un film d'elle, mais il y a C'est vrai. parce qu'il y a un truc très intéressant autour de Millie Bobby Brown, c'est que visiblement, et je ne dis pas ça en l'attaquant, c'est quasiment une info, elle n'aime pas vraiment le cinéma. Puisque c'est Oui, je ça. crois qu'elle l'a dit qu'elle regardait pas de film. Je sais Ouais. pas quoi. Et sa co-star Winona Ryder dans Stranger Things. Ensuite, elle est allée jouer dans Beetlejuice 2, que du coup on a vu avec Jenna Ortega. Et elle a fait une interview en disant ah ça fait trop du bien de voir des jeunes qui aiment le cinéma. Voilà. Bref, et du coup Electric State vient de sortir et a reçu le record de 10% de avis favorables sur Rotten Tomatoes. Ouf. Ouais, voilà. Et, Putain, les frères Russo, ils font pas semblant. Hein. ah non, et donc et a coûté 350 millions de dollars. 350 millions de dollars, pour rappel, hein, c'est entre 2 et 3 fois le budget de Dune. Voilà. Ah ouais. Comme ça. Hein. C'est genre Dune, c'est 180 millions, je crois, ou 190. Pour que. Quoi? Oui. Ah non. Mais il se passe quoi dans Electric State? Alors, il y a plein de gens qui disent la carrière des frères Russo, il y a quand même une chance sur deux que ça soit une organisation de blanchiment d'argent à grande échelle, quoi. Et je trouve que c'est intéressant que les deux sortent parce que les deux vont bider, mais il y en a un qui va bider sur Netflix. Les deux ont coûté trop cher par rapport à ce que Pour ce qu'ils sont. à ce Ouais, qu'ils ce qu'ils sont. vont faire. Mais je trouve que c'est légitime d'en critiquer entre guillemets un dans le choix de mettre autant d'argent dans un projet, encore plus que dans l'autre. Parce que oui. les Oui, deux oui. étaient voués à aller. Je me souviens, Electric State, j'ai vu le teaser, j'étais en mode mais ce truc a aucune chance d'être bien. Genre vraiment. Ah ouais. Euh, Bah, de toute façon, il y a les frères Russo. Hein. Les frères Russo, je crois que c'est dur. Hein. C'est eux qui avaient fait The Grey Man. mhm. C'est lui qui avait fait ce Là, grand je suis en train d'essayer de. Genre, je résiste, mais je suis en train de me. Je veux me refaire tous les Spider-Man. Et du coup, j'ai fait tous ceux de Tobey Maguire, tous ceux d'Andrew Garfield. Et j'arrive à ceux de Tom Holland. Homecoming, il faut est que je pas commence- le plus Non, dur, je sais. Mais il faut que je commence par Civil War, hein. techniquement. Ah, ouais. Captain America versus Ouais, Iron Iron Man. Et en fait, à chaque fois, j'ai pas envie. Après Civil War, t'as donc le moment avec Spider-Man qui est cool et le moment où ils introduisent Black Panther aussi. C'est l'introduction de Black Panther avec une scène, Ah ouais? une scène de course-poursuite qui est vachement sympa. Civil War est sauvable. Hein. Honnêtement, Ok. Civil War est sauvable. Écoute, j'ai hâte parce que même le film avec Jake Gyllenhaal, finalement, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Et pareil, celui avec les deux autres Spider-Man, je l'ai vu qu'une fois. Ouais. Et Après, c'est peut-être des- il faut réessayer. Non, je crois que justement, Non. c'est des films à voir qu'une fois.
Écoute. Mais Homecoming, ça se passe à Washington d'ailleurs, c'est sur le monument de Washington. Il y a toute une scène C'est sur vrai. le monument de Washington Incroyable, bah ouais. qui est immense. C'est fou quand même, ils ont fait 3 Spider-Man, il y en a aucun qui se passe vraiment à New York. Pour moi, c'est le grand grief que j'ai particulièrement contre le 2. Le premier, en fait, il a l'excuse de c'est pas encore le Spider-Man justement de Manhattan. Donc en fait, il est Non, dans et il y a quand même un peu de New York. C'est ça, et il est dans la banlieue, etc. Donc tu C'est comprends, tu vois, c'est vraiment friendly neighborhood. Il est dans son petit. Dans le 2, t'avais toutes les raisons de le foutre à New York. Et dans le 3, techniquement, il est à New York. Et c'est pour ça qu'ils ont foutu la fin sur la Statue de la Liberté. Mais vu qu'ils avaient pas envie de se faire chier à tourner dans les rues de New York, en fait, c'est du full fond vert. Il est 3 fois dans 2 rues. Et ça ressemble pas du tout à New York. Non. Mais de par ça, pour le coup, c'est vrai que on a hâte de vous rejoindre parce que du coup, on va venir vous voir à New York. Ouais. J'ai eu encore plus hâte en revoyant les Spider-Man, qui est vraiment pour moi le super-héros de New York, quoi. Et que tu comprends quand t'arrives dans la ville. Pourquoi c'est le super-héros de New York. Les buildings. Les buildings, tu vois tout de suite que c'est adapté. Mais donc, donc oui, les frères Russo, pour revenir sur les frères Russo, qui vont et qui sont d'ailleurs du coup en train de tourner le prochain Avengers autour le prochain Avengers, Doomsday, avec Doctor Doom, qui est genre le plus grand méchant de l'histoire de Marvel. Ah oui. Et qui va se battre contre Spider-Man, non ? Bah, va y avoir Spider-Man dans le lot, quoi, normalement. Ok, mais ils sont pas aussi en train de tourner le suivant, justement, de Spider-Man avec Tom Holland ? Et moi, j'ai vu des trucs comme quoi ça allait être justement plus dans New York et tout. Alors, Tom Holland, là, il vient de partir pour tourner The Odyssey, déjà. Donc là, pour l'instant, il est plutôt sur le tournage de Christopher Nolan. Ce qui est en fait une bonne nouvelle, ironiquement. Parce que vu qu'en fait, il y a le tournage de Doomsday en même temps, donc le prochain Avengers, pour ceux qui suivent, ça veut dire, et c'est ce que disent les rumeurs, qu'en fait, visiblement, ça sera très peu Tom Holland dans Doomsday et ça sera beaucoup Spider-Man avec un masque. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que probablement son identité sera encore secrète et qu'on arrêtera d'avoir des scènes où en fait c'est Tom Holland sans le masque qui se bat et donc pas du tout Spider-Man. Ce qui était un peu aussi le problème des 3 premiers films. Sur Spider-Man 4, il y a un réalisateur qui est le réalisateur de Shang-Chi. D'ailleurs, n'hésite pas en vrai à mater Shang-Chi du coup si tu as envie de te préparer. Tu m'avais dit. C'est correct. Mais le script est toujours pas fini. C'est un peu comme The Batman 2. Ça fait 4 ans qu'ils sont censés être sur le script. Ah ouais. On sait pas trop où ça en est, on sait pas trop qui sera le méchant, on sait pas trop. En fait, à mon avis, ils sont perdus parce que justement, en fait, il doit sortir entre les 2 Avengers. Sauf que les 2 Avengers, c'est le moment où genre le multivers se croise. Donc en fait, est-ce que tu le fais en plein milieu du multivers qui se croise ? Mais alors là, bon courage pour faire une vraie histoire sur Spider-Man. Ou alors est-ce que tu le fais dans un univers par... Bon, bref, c'est un bordel sans nom en fait. Ils cassent les couilles avec leur multivers quand même. Bah là, c'est la fin. C'est terminé quoi. Écoute, il était temps. Il était temps. Mais multivers, pour revenir un peu à notre sujet du jour, Mickey 17, justement, pour moi, le multivers, ça peut être l'occasion d'aborder ce truc des différentes identités. Bien sûr. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Et pour la suite, Robert Pattinson, justement, donc la suite, c'est quand même The Batman 2. Pour Robert Pattinson, pareil, il a dit qu'il a pas lu de script. Mais de toute façon, lui, je l'adore parce qu'il est vraiment en interview, on dirait qu'il fait exprès d'être insupportable, quoi. Et c'est parfait. C'est exactement ce qu'on. Enfin, je pense que c'est. Je me demande. Je pense pas que ce soit calculé à ce point-là, mais je pense que quand tu veux sortir de l'image du gars de Twilight et de Harry Potter, t'es obligé de faire ça. Ouais. T'es obligé d'être un peu un con qui s'en bat les couilles. Bah, t'es obligé de les rejeter en fait dans un premier temps. C'est pareil. Alors oui, même si ça, je trouve qu'il le fait pas tant. Enfin, il en abuse pas quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pareil, Zac Efron, il avait eu le même truc où il participait jamais aux réunions High School Musical où tu sais, il envoyait juste une petite vidéo de lui à distance en webcam en mode coucou, je vous aime bien, mais j'ai plus trop envie d'être associé à vous pour l'instant quoi. Tu vois, il y a eu un remake, il y a pas participé. Enfin, il y a eu un espèce de legacy sequel, il y a pas participé. Il y a un peu ce côté, effectivement, c'est pas tuer le père, mais c'est, tu vois, tuer ce que t'as été avant. Et juste pour conclure sur Mickey 17, je m'étais noté un truc, mais qui résume et qu'on a un peu dit avant. J'ai mis, en fait, ce film, je l'ai pensé uniquement en comparaison à d'autres films. J'ai pas arrêté de le penser, et d'ailleurs, vous l'avez vu durant cet épisode, on n'a pas arrêté de le comparer à Okja, à Snowpiercer, à machin truc, à Don't Look Up, à Parasite. Et du coup, je disais, il parvient pas vraiment à exister pour lui-même et à dépasser ses prédécesseurs. Et au final, je sais pas si dans 2 ans, je me souviendrai vraiment de Mickey 17 pour un truc particulier, hormis ce qu'on vient de dire en comparaison, et hormis de dire, ah oui, ça ressemblait un peu à Okja, ah oui, j'ai préféré Snowpiercer. Donc, je suis d'accord.
Donc c'est le truc. Bah justement, moi je pense vraiment ce que je retiendrai, c'est la perf de Pattinson et ce côté double machin quoi. Ouais, mais C'est vraiment ça que je ressortirais du film. Mais on a déjà vu Pattinson performer depuis en fait. Si ça avait été le film, tu vois, en mode révélation de Pattinson comme un très bon acteur. Bah ça aurait pas pu l'être, je pense justement. Non, c'est sûr que non. Mais bon, ça aurait peut-être été mieux. Je t'ai préparé un petit tu préfères. Et ensuite, Allez. ensuite, si on a des petites recos, parce que oui, j'ai une anecdote à raconter. Moi, j'ai maté Superbad. J'ai eu une expérience particulière avec Superbad. J'ai hâte. Mais avant, tu C'est un préfères tu préfères spécial Bong Joon-ho. Bong Joon-ho / Robert Pattinson. Stylé. Parce que sinon, Bong Joon-ho, ça faisait pas beaucoup ça faisait 4 films, quoi. Enfin, il y en a plus, mais t'en as vu que 4, il me semble. Okja ou Mickey 17. Et bah Okja. Hein. Okja ou Snowpiercer. Snowpiercer. Snowpiercer ou Tenet. Snowpiercer. Snowpiercer ou The Lost City of Z. Snowpiercer. Snowpiercer ou The Batman. Ouais. The Batman. The Batman ou Parasite. Oh. Ouais. Et j'en profite pendant que tu réfléchis. Parasite, dont on parlera dans le prochain épisode, qui est dédié aux incontournables du cinéma. On a une grande partie sur Parasite qui sera notre première Lost Tape. Parasite. Parasite ou Good Time. Oh. Ouais. Ah ouais. Ah, je l'ai écrit, j'étais fier. J'étais là, ouh. ça va être des bonnes secondes de silence de Nathan qui regarde le vide et qui se dit, Ouais. j'ai calqué ma personnalité plus sur Parasite ou sur Good Time pendant 3 semaines. Si c'est ça là. Si c'est ça la question, ouais, c'est Je Good te Time. rappelle que j'ai été blond décoloré quand même à un moment. C'est vrai. Bah d'ailleurs, dans Good Time. Good Time du coup. Good Time. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans les défis. Mais je te l'ai dit après en off, mais je l'ai pas dit en direct dans les défis pour le gagnant des Oscars. Où le perdant, il y avait la possibilité de se décolorer en blond. Or, pour Nathan, c'était pas un défi, c'était un mode de vie. Non. Tu sais que c'était la blague que je faisais sur scène, quoi, parce que en fait, j'ai pas pensé au moment de me faire blond décoloré que bah tous les soirs j'allais devoir montrer cette gueule sur scène à des gens, quoi, et que ça change mine de rien vachement genre je le sens. Genre là, j'ai fait un dégradé un peu plus haut que d'habitude, un peu plus footballeur, un peu plus beauf. C'est pas la même vibe quand tu montes sur scène. C'est fou, hein. Ouais. Ça se joue à rien quoi. Et blond décoloré, c'était la pire vibe possible. Les gens ils me détestaient d'entrée quoi. Et j'étais obligé de dire non les gars, rassurez-vous, j'ai pas perdu un pari. Logique. Ouais. Non mais est-ce que t'as des recos? Écoute, non. Ciné, j'ai quasiment rien vu parce que j'ai pas mal vagabondé. Mais j'ai fini l'éducation sentimentale de Flaubert. On avait dit on nous a reproché d'ailleurs qu'on parlait de bouquins dans le dernier épisode et qu'on n'en avait pas recommandé finalement. Du coup, l'éducation sentimentale de Flaubert, ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. C'est vraiment très très bien écrit et c'est super. Et moi en ce moment, je suis dans ce genre de problématique, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup là, je commence Les Misérables, je me régale. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à recommander, hein, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, qui je trouve cette année est une très bonne très bon cru. Année de Ligue des Champions. Ouais, et c'est, je pense, lié à la nouvelle formule aussi. Ça, bon, après, ça devient un podcast un peu foot. C'est un peu bizarre de recommander ça ici, mais c'est ce que je consomme. Donc, je dois l'assumer. Bah, moi, écoute, en livre, là, je suis en train de lire L'Amérique de Jean Baudrillard. Wow. Excellent. Sympa. Ouais, super intéressant. Bah surtout en plus, ça doit être marrant d'être là-bas du coup. Bah ouais, il y a des trucs vraiment où t'es en mode ouais, mais vraiment. Alors que pourtant il l'a écrit il y a 30 ans, hein, je pense. Ouais. Facile. Bah écoute, l'éducation sentimentale c'est un peu pareil pour WAM. C'est il a écrit il y a bien plus de 30 ans. J'avais lu Marc Aurèle, c'était bien. Ah oui, celui qui est recommandé dans The Holdovers. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. C'est le plus connu. Je me souviens plus. Je crois que c'est Pensé pour moi-même. Ouais, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui qui l'offre dans The Holdovers. Je comprends. Parce qu'honnêtement, en plus, c'est super accessible. C'est ça. Je vous le conseille, même si je suis pas entièrement aligné avec tout. Non, l'autre truc, et dont j'ai même pas parlé, alors pourtant c'était super lié au sujet du jour, c'est Severance, que je vous conseille donc tous, qui sort chaque semaine et qui est aussi, et qui pour le coup approfondit beaucoup mieux ce côté de la double identité, se retrouver confronté à soi, et le côté aussi exploitation au travail. Franchement, je n'ai toujours pas craqué comment réussir à en faire une vidéo, comment réussir à en parler, mais faudrait que je trouve un moyen d'en parler à un moment, mais parce que c'est vraiment là-dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une série dans laquelle les personnages
en fait, ils ont deux consciences. Ils ont une conscience au travail. En gros, quand ils arrivent au travail, c'est une nouvelle conscience qui s'éveille. C'est une nouvelle personne qui n'a pas conscience de qui ils sont, genre dans le monde extérieur, quoi. Marrant. Et leur conscience extérieure. Et du coup, en fait, en gros, ils arrivent au travail et ils ressortent direct, quoi. Et à l'inverse, ceux qui sont sa conscience qui est au travail, elle est constamment au travail. Bref, et qui amène évidemment plein de problématiques. Et donc ça, je peux que vous recommander. Et non, et donc ce qui m'est arrivé, c'est que donc, j'étais à Washington ces 3 derniers jours. Et la chaîne qui diffusait un marathon The Office aussi pendant 2 jours. Grosse chaîne. Ouais, a aussi diffusé du coup Superbad. Et je me suis dit que en vrai c'était le moment parfait pour mater Superbad, tu vois, un soir à l'hôtel en rentrant fatigué. Alors, on a l'habitude de se plaindre du nombre de pubs quand on regarde des films. Putain, ah ouais. Ah bah là, en fait, et c'est vicieux parce que les Américains, au début, ils te mettent les 20 premières minutes sans pub. Et ensuite, mais quand je dis c'est toutes les 5 minutes, je pense que c'est vrai. Ah ouais, je pense que c'est même pas une vanne. À la fin, sur la fin, c'est vraiment 5 minutes, 2 minutes de pub. Et en fait, c'est des petits encarts pubs de 2 minutes. C'est toujours les mêmes pubs. Et surtout, non mais moi ce qui m'est arrivé, c'est donc je regarde et je me dis, c'est bizarre, il y a un truc bizarre. Genre c'est Superbad, mais c'est pas Superbad. Et genre il y avait des plans qui étaient pas exactement de la même couleur. Il y avait genre tu sais, il y avait un sentiment un peu off. Et à un moment, il y a le Joe Trueglio, je connais pas exactement son nom, qui joue aussi Charles dans Brooklyn Nine-Nine, pour ceux qui voient, qui a une scène du coup dans Superbad où il renverse comment il s'appelle les deux. Ouais. Jonah Hill. Il lui propose en échange $7 quoi, pour le payer, parce que Jonah Hill lui dit soit tu me donnes de l'argent, soit tu me donnes de l'alcool, quoi. Et Jonah Hill il fait what, $7? Et j'étais là, bah non, la réplique c'est $7. Genre c'était pas la même réplique. Et en fait je regardais la version censurée de Superbad. Hey, $7? $7? Are you fucking serious? This isn't enough for anything. What are you, a 6-year-old? Et Jonah Hill, il dit pas une seule fois le mot fuck, alors que non mais voilà. Il dit quoi du coup? Et en fait, c'est pour ça quoi que c'est comme dans les morceaux de rap, genre non, justement, je m'attendais à ce que ça soit comme dans les morceaux de rap et à ce qu'il le c'est pas bip, il le mute. Mais là non, c'est juste en fait, c'est une autre prise. Et du coup, ça se sent parce que quand il y a des dialogues avec Michael Cera, tu sens que c'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté c'est ouf. Un peu genre Vallée de l'étrange, genre bah non, c'est pas exactement genre c'est ça, c'est les mêmes répliques, c'est à peu près le même ton, c'est les mêmes vannes. Ouais. Mais il manque un truc quoi, et surtout c'est trop bizarre du coup de le voir jamais et il le dit pas une fois. Putain, c'est ouf. Mais du coup, il y a quand même tout, genre par exemple le truc où elle pense que enfin la meuf elle a ses règles sur lui, il y a ça. Il y a tous les trucs avec les filles. Ils boivent de l'alcool. Il y a des placements de produits pour de l'alcool. Enfin, il y a tout. Mais il y a pas de gros mots. Ah non, pas le F-word. Il y a plein de gros mots, il y en a plein. Hein. Ah, c'est ça. Il y a pas le mot fuck. Et bah, petite reco, du coup, j'en profite. Il y a un passage très célèbre de stand-up de George Carlin sur ça, qui dure 7 minutes, sur tous les mots que t'as pas le droit de dire à la télé. Et lui, il les dit tous à la télé, quoi, parce qu'il en provoque, quoi. C'était un humoriste un peu, tu sais, des années 80, un peu genre provocateur, quoi. Et c'est chiant, mais c'est très très marrant. Et en fait, il y a vraiment un code qui, du coup, je savais pas, mais qui apparemment est encore le cas aujourd'hui, où à la télé, il y a des mots que t'as pas le droit de dire. Ah, mais je l'avais dit pour les Oscars. Kieran Culkin, il a dit fuck, et bah on l'a pas entendu, nous, parce qu'il y a un décalage de 4 secondes à la télé. Et du coup, ils ont coupé. Et du coup, il y avait pas le son. C'est ouf. C'est ouf. Et donc, Superbad, donc j'ai vu Superbad en version censurée. Ma critique Letterboxd, c'est ça, c'est de dire je sais enfin ce que c'est de boire une bière sans alcool. Non mais tu vois, il y a un peu ce côté genre ça a le même goût mais en même temps ça n'a pas le même effet. Mais tu sais même pas ce que c'est de boire une vraie bière. C'est vraiment... Mais moi, tu sais, tout pour l'analogie, moi. Ouais. Mais justement, non, tu vois, Superbad, c'est un peu ma bière, quoi. Genre, c'est un peu le côté... Ouais. Si c'est Superbad ta bière, t'as vraiment... En tout cas, bière. on espère que cet épisode vous a plu, mais il n'est pas terminé. Oui. Non, il y a un grand moment qui vous attend là. Est-ce que je te laisse l'introduire? Tu sais, j'adore, moi c'est mon truc préféré dans la 4ème dimension. Au début de chaque épisode, il y a Ross Serling, qui est donc le présentateur, qui arrive en plein milieu de la scène et qui présente un peu l'épisode. Pareil, Orson Welles, il fait souvent la même chose. Est-ce que je te laisse présenter ton propre épisode? Eh ben non, je pense que c'est mieux si c'est toi qui le fais. Parce que ça reste un hommage à ton travail. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a même une forme d'imitation. Non. Moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai vu aucune imitation.
Ok, Marc Ruffalo. C'est vrai que pour le coup, je pense que ma performance, elle est aussi subtile que celle de Marc Ruffalo. Ok, alors attends. Le rire. Mais quel rire? Et avec qui rire? C'est la question que Nathan Bross s'est posée et à laquelle il tente de répondre par des chemins philosophiques, des chemins sociologiques et avant tout le chemin de la pensée. Aujourd'hui, et tout de suite, je vous propose de réfléchir un moment avec Nathan Bross. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nathan Bross. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qui revient souvent dans les débats autour de l'humour en France. Peut-on rire de tout? De Charlie Hebdo à Guillaume Meurice en passant par Cyril Hanouna, cette interrogation autour du rire est plus que jamais d'actualité. Et pourtant, la réponse la plus célèbre à celle-ci date déjà de 1982. C'est celle de l'humoriste Pierre Desproges qui, lorsqu'il s'est retrouvé dans une émission radio face à Jean-Marie Le Pen, a dit, je cite, « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Il reviendra régulièrement sur cette phrase mythique qu'il a depuis dépassée et a même été utilisée à contre-emploi. En effet, ici, Pierre Desproges ne sous-entend pas, comme certains le font aujourd'hui, qu'on ne peut pas rire, par exemple, avec les féministes parce qu'elles sont fermées d'esprit sur le sujet de la place de la femme. Il se trouvait face à Jean-Marie Le Pen et voulait donc préciser que rire avec Jean-Marie Le Pen était impossible pour lui tant les idées que véhicule ce dernier lui sont opposées. On peut donc rire des idées de Jean-Marie Le Pen, mais on ne peut pas rire avec Jean-Marie Le Pen si on s'oppose à ses idées. Ici intervient un second point de débat intéressant et infini sur l'humour. Peut-on vraiment rire des idées de Jean-Marie Le Pen? Cette question est tout à fait légitime. Ces idées ne sont aucunement drôles. Personnellement, ça ne me fait pas rire du tout le racisme, comme c'est le cas de l'esclavage ou de la Shoah. Mais c'est là où certains philosophes et sociologues interviennent pour démontrer dans des études et des livres que je n'ai pas lus que réussir à rire d'une idée ou d'une période de l'histoire dramatique est en réalité une manière pour les sociétés de reprendre le pouvoir, l'ascendant finalement sur ces atrocités. Ce qui est communément appelé l'humour juif en est le parfait exemple. Rire des atrocités du passé, c'est déjà dans un premier temps accepter que ces atrocités ont eu lieu, puis dans un second temps, ne pas les laisser impacter négativement le présent ou le futur. Mais dans un monde toujours plus polarisé et porté à la suranalyse, il est parfois de plus en plus difficile de faire rire de tout. Car il est clair que le rire reste une expérience sociale qui se partage, et rire en excluant autrui n'est en aucun cas une chose positive. Pierre Desproges ne voulait pas rire avec n'importe qui, mais il voulait que le rire soit partagé et jamais un instrument pour opprimer. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à appuyer sur la petite cloche, sur mes petites cloches aussi si vous voulez, et de partager cette vidéo, de commenter avec votre sujet de blague préféré et de mettre des pouces bleus. Bisous. Il se trouvait face à Jean-Marie Le Pen et voulait donc préciser que de rire avec Jean-Marie Le Pen était impossible pour lui, tant les idées que véhicule ce dernier lui sont opposées. Ah, j'ai raté cette phrase. Merde. C'est dur en fait, putain, bâtard. Mais, dans un monde toujours plus polarisé, ça, c'est des mots, personne ne les dit en fait. Donc, évidemment que c'est dur à dire dans une vidéo. Car il est clair que le rire reste une expérience sociale qui se partage. Et rire en excluant autrui n'est en qu'un cas...